Trois titres au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlerons des commerçants qui sont obligés d'exposer leurs marchandises sur les trottoirs à cause du manque de marché adéquat. On parlera également de la difficulté de circuler au quartier Carrefour Nzébélékoum dans le 6e arrondissement de Libreville à cause de l'état piteux de la route qui ressemblerait à une piste d'éléphant. Enfin, nécrologie, décès d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui vient de mourir à la suite d'un cancer de foie. Bienvenue sur Radio-Télévision Hermon, mesdames et messieurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de la difficulté de circuler au quartier Carrefour Nzébélékoum dans le 6e arrondissement de Libreville en cause l'état piteux de la route qui ressemblerait à une piste d'éléphant, nous précise Gamal Luzé sur les images de Boris Mikolo. Véritable chemin de croix que traversent dans ce bourbier qui ressemblerait à une route les populations du quartier Nzébélékoum Dragage dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise Nzengayon. Ici, ces dernières sont fatiguées de ce calvaire matin et soir devenu invivable. Par rapport à la route, si là vraiment c'est pas la joie. Même pour aller à l'école là, on ne sait même pas. Les taxis, les clandos refusent de nous prendre. Il faut marcher des kilomètres pour arriver à Dragage. Vraiment, ce n'est pas la joie ici. Depuis qu'on nous a dit qu'on va nous arranger la route, apparemment, ils ne font que venir même gaspiller même la route même. Comme là j'attends le clando, mais il n'y a pas de clando. Je fais comment? Je marche d'ici là jusqu'à Dragage. C'est vraiment un parcours du combattant. C'est vraiment un parcours du combattant parce que les hommes et les femmes ici se lèvent à partir des 5 heures et commencent à marcher. Une situation qui met en mal les élèves qui ont des difficultés pour sortir le matin, surtout en cette période de saison de pluie. Le matin, pour me déplacer, pour partir à l'école, c'est vraiment compliqué. La route est mauvaise, très mauvaise. Et pour sortir, il faut 2 chaussures. Même si tu mets une chaussure, forcément, ça va se gaspiller. Donc, on veut que vous nous aidiez. Parce que c'est tellement bizarre de partir à l'école sur la route. La route est tellement bizarre. Ça fait de 5 ans. L'état de la route devient de plus en plus, la route devient de plus en plus piteuse, quoi. Nos parents n'arrivent plus à se rendre au travail, à rendre à l'église. Et comme le malheur ne vient jamais seul, au manque de moyens de transport et à la rareté des clandos, vient s'ajouter le problème des pannes mécaniques sur les rares moyens qui existent. Vous avez constaté comment la route est délicate, puis ce sont les voitures qui subissent puisque nous sommes en train d'aider la population. Mais la route est toujours, comme vous la constatez. Donc on est obligé d'abîmer notre voiture. À chaque fois qu'on fait 2 ou 3 tours, on gare et puis on se rend au garage. Donc c'est un peu ça. Ceci pourrait peut-être expliquer cela. Les clandomènes, pour répondre aux difficultés de la route et pour faire face aux pannes mécaniques, sont obligés de revoir les coûts de transport à la hausse. Ce malgré les plaintes des usagers. Les clandos prennent maintenant les gens à partir de 500 la tête. En temps d'habitude, c'est 300. Mais quand il y a la pluie ici, vraiment, tout le monde sait que c'est la marche. Non, c'est parti de 300 400 parce que par rapport à la test Covid, qu'on nous a donné les mesures barrières, ça dit qu'on mettait 6 à la cabine. Donc on est obligé de mettre 3 derrière, une personne, donc 5 à la cabine et 6 derrière. Donc du coup, on a jusqu'à 400 francs du tarif. Au regard de ce qui précède, l'intervention des autorités de la République serait la bienvenue pour soulager la souffrance des populations de Dragage Nzébélékoum. Et puis, les commerçants, pour subvenir à leurs besoins, sont obligés d'exposer leurs marchandises aux abords des échangeurs à cause du manque des marchés adéquats. Le constat dans ce reportage. Image, Floris Mapango. Les abords des trottoirs sont chargés des commerçants sur les différents échangeurs de la capitale gabonaise. Le manque d'emploi incite certains à exposer leurs marchandises malgré les risques encourus. C'est dangereux, ma fille, c'est dangereux, on ne peut rien faire. Il n'y a pas le travail, il n'y a même pas de petits bricoles. On fait comment? On prend les risques. Sinon, c'est avec ça qu'on nourrit les enfants. Les taxis des enfants pour l'école, c'est ça. Tu vois? Les loyers à d'autres qui n'ont pas de mari qui travaille. La misère, là, on est obligé de prendre les risques. On ne peut rien faire. On fait avec. Tout ce que nous, on veut, c'est juste vendre nos choses parce que c'est à travers ça que nous, on nourrit nos familles. Aujourd'hui, l'école est chère.
Aujourd'hui, là, à cause du Covid, il n'y a plus le travail pour les Gabonais. Aujourd'hui, ces étudiants qui terminent les études, il n'y a pas le travail. En temps, vous remarquez que parmi nous là qui sommes installés, il y a les étudiants qui payent leurs études avec. Il y a des gens qui nourrissent leur famille avec. Parmi nous, il y a des orphelins qui s'occupent des familles là, avec ça. Et quand il faut qu'on nous dérange, il faut faire ceci, il faut faire tout ce tralala, ça nous embête. À l'échangeur des charbonnages du côté de Bas de Guégué existe un marché. Le carrefour qui mène à Amboé figure également une structure commerciale pouvant permettre à ces commerçants d'exercer en toute quiétude. Malheureusement, le dit point commercial n'est pas sollicité à cause de son isolement. Du coup, ces vendeurs se plaignent de l'empressement des autorités. D'abord, c'est un peu difficile, hein? Le marché en haut là-bas, mais ce n'est pas un marché qui est fiable. Les clients ne montent pas là-bas. Ce n'est pas un bon marché. Malgré la dangerosité de vendre en bordure de route, les commerçants de Libreville n'ont pas de choix. Ces derniers s'exposent au danger pour subvenir à leurs besoins. La mairie s'inquiète parce que nous sommes au bord de la route. Ce n'est pas prudent. Un accident peut arriver à chaque instant, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes contraints de venir là parce qu'on doit souvenir à nos besoins. Aujourd'hui, si l'enfant tombe à l'hôpital, si tu n'as rien, comment est-ce que tu vas amener l'enfant à l'hôpital? Quand on s'assoit là, je vends mes atangas avec mon manioc. Dedans là, il faut payer le loyer, il faut les enfants. Moi, je suis orpheline. J'ai des enfants que ma mère a laissés à ma charge. J'ai mes propres enfants. Si je ne fais pas ça, que vais-je faire alors? Aller me prostituer? Je vais aller me prostituer, je vais attraper la maladie. Je refuse ça, je préfère venir m'asseoir là, gagner mes 100 francs pour nourrir les charges que j'ai, pour pouvoir m'occuper de ces charges-là. Mais l'État ne voit pas les pauvres. L'État voit seulement leur niveau là-bas. Ils ne savent pas qu'il y a les pauvres. C'est ça, non, on a notre souci. Tout ce que nous veut, c'est qu'on nous laisse tranquille. Certes, ils sont en danger, mais s'ils avaient le choix de faire autre chose, c'est-à-dire ou du moins avoir leur espace à eux pour vendre, je crois qu'ils ne devaient pas s'exposer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de mères de famille prennent des risques pour nourrir leurs enfants. Et l'État quand même devrait avoir un œil sur ça. C'est-à-dire quand même octroyer des espaces commerciaux pour ces dernières-là, ou du moins pour tout le monde en fait. La tutelle devrait apporter des solutions idoines pour permettre à ces derniers d'exercer leur activité en toute sécurité. Nous poursuivons ce journal pour parler du port du masque qui est d'ailleurs obligatoire pour éviter la transmission du coronavirus. À Libreville, son importance se fait ressentir suite aux odeurs nauséabondes et corporelles. Dans ce même reportage, certains vendeurs n'ont pas hésité de livrer la réticence des clients. Dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Suite aux mesures gouvernementales qui stipulent que les populations gabonaises doivent régulièrement porter les bavettes pour éviter la transmission du coronavirus, une mesure que toutes les couches sociales devraient respecter, même si parfois certains semblent réfractaires à l'utilisation de ces masques vendus un peu partout dans la ville. Les vendeurs de bavettes se plaignent de la réticence des clients, du coup leur activité devient pénible. C'est pas tous les jours que ça marche. Hein. Il y a les jours, surtout les élèves prennent, mais les parents, beaucoup de gens marchent sans de bavettes, puisqu'ils savent que les policiers ne sont pas en route, donc ils ne craignent rien, mais pour ceux qui respectent les mesures, ils payent quand même, malgré qu'à ce moment-là, ça passe plus comme au début, parce que quand ça a commencé, on faisait une affaire de 10 000 par jour, 15 000. Mais maintenant, là, on vend ça partout, bon. Il y a les gens qui rentrent avec 3 500, 4 000, bon, on fait avec. Pratiquement dans la ville, des immondices, des eaux usées avec des odeurs nauséabondes paraissent. En effet, l'importance du masque est de rigueur car il faut se protéger pour éviter certaines infections en passant par ces chemins saturés de mauvaises odeurs. Certains approuvent l'utilisation du port du masque, mais d'autres restent sceptiques. Moi, je vois quand même que ça ne sert à rien. Est-ce que quand quelque chose est ici, là, qui ça sent mauvais, là, tu portes les bavettes, tu penses que tu ne sens pas ça? Tu sens les odeurs? Maintenant, ça sert à quoi? Tout de suite, là, quand je porte les bavettes, maintenant, quand il y a une chose qui est un odeur bizarre ici, là, c'est pas à cause des bavettes, là, que je ne peux pas sentir ça. Oui, je sens ça toujours. Mais le bavette, là, ça, là, c'est bon. Même en dehors qu'il y a le corona, il n'y a pas le corona, ça protège aussi. Parce qu'avant le bavette, là, il y a les gens
que quand il parle à ton côté là, tu écoutes les odeurs qui sortent de sa bouche, ça dégage. Moi, je supporte ça. En dehors, même si le corona pas, moi je vais toujours continuer à continuer sur la même chose comme ça là, parce que ça protège pas seulement la maladie là. Ça protège beaucoup de choses. Si l'État voit que c'est ça là qu'ils vont faire pour faire diminuer certaines choses, ça n'a qu'à continuer. Pour éviter non seulement la transmission du coronavirus et aussi les odeurs insalubres, ici et là dans la capitale, il serait tout simplement judicieux de porter son masque. Nous ouvrons la page étrangère pour parler du décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko qui décède à la suite d'un cancer de foie à l'âge de 56 ans hier aux environs de 18 h, nous précise la presse internationale. Ahmed Bakayoko était l'un des poids lourds de la politique ivoirienne. Avant d'être nommé Premier ministre en juillet 2020, il avait été ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Situation de crise, il faut anticiper et il faut avoir de l'imagination. Au début du mois, il a été hospitalisé en France, puis il a été transféré d'urgence en Allemagne. Il est mort à l'âge de 56 ans d'un cancer. Ahmed Bakayoko avait servi de négociateur entre des factions rivales lors du conflit qui avait déchiré la Côte d'Ivoire au début des années 2000. Certains voyaient en lui un possible successeur un jour au président Alassane Ouattara. Cet ancien journaliste qui mesurait près de 2 mètres était aussi connu à Abidjan pour sa passion des boîtes de nuit. Certains Ivoiriens diront qu'il y a une malédiction pour leur chef de gouvernement, car il est le 2e Premier ministre du pays à mourir en moins d'1 an. Quand il a été nommé en juillet, c'était en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, qui venait de décéder d'une crise cardiaque. Gon Coulibaly devait être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020. Son décès avait amené Alassane Ouattara à revenir sur sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. Aux États-Unis, le Congrès adopte le plan de relance économique, victoire majeure de Joe Biden, nous précise toujours la presse internationale. Reportage. The motion is adopted. Par 220 voix contre 211, la Chambre des représentants approuve la version définitive du premier plan de relance de l'ère Biden. Le Sénat a déjà voté pour. Le président signe donc sa première victoire majeure depuis sa prise de fonction. This bill represents a historic victory for the American people. I look forward to signing it later this week. Si un seul démocrate a voté contre, aucun républicain n'a voté pour. Le plan est perçu comme extravagant par l'opposition. The economy is coming back, people are getting vaccine. We're on the way out of this. We're about to have a boom. And if we do have a boom, it will have absolutely nothing to do with this $1.9 trillion. I think one thing the Biden administration really has to focus on is the risk of what all this debt's going to do to us. We're sitting at $28 trillion worth of debt. Le chiffre donne le vertige, 1 900 milliards de dollars d'aide publique. Première mesure immédiate, un chèque jusqu'à 1 400 $, distribué sous condition de ressources à des milliers d'Américains. Également une aide aux familles, 3 600 $ par an, une aide supplémentaire pour les chômeurs et près de 85 milliards de dollars pour les entreprises, les restaurants et les bars et les compagnies de transport. 126 milliards de dollars seront consacrés aux écoles. Les États et les collectivités locales bénéficieront d'une aide exceptionnelle de près de 350 milliards de dollars. Enfin, une enveloppe de 75 milliards de dollars sera consacrée à la vaccination, aux tests et à la production de vaccins. Avec ce plan massif, Joe Biden envoie un signal fort aux classes moyennes. Dans les 100 premiers jours de son mandat, c'était une promesse de campagne. L'Union européenne annonce 4 millions de doses de vaccins BioNTech Pfizer supplémentaires en mars. Reportage. L'Union européenne tente de combler son retard. Elle annonce la commande de 4 millions de doses de vaccins supplémentaires. Nous sommes principalement préoccupés par certains points chauds où nous constatons une augmentation des taux d'infection, malgré les mesures drastiques qui ont été prises. C'est pourquoi la Commission a négocié 4 millions de doses supplémentaires de vaccins BioNTech Pfizer pour le mois de mars. Cela s'ajoute au calendrier de livraison déjà établi. Le calendrier, c'est 55 millions de doses prévues pour le mois de mars. Ces 4 millions supplémentaires montent le total à 59 millions, bien loin encore de l'objectif annoncé de 100 millions de doses par mois.
Processus de décision commun lent, mais aussi campagne nationale de vaccination poussive. L'Union européenne est à la traîne. Seuls 6,2% des citoyens de l'Union sont vaccinés. Par comparaison, ils sont 57% en Israël, plus de 35% aux Émirats arabes unis, plus de 32% au Royaume-Uni et 17,2% aux États-Unis. Selon la Commission européenne, c'est l'augmentation des capacités de production des vaccins en Europe qui a permis cette commande supplémentaire de 4 millions de doses. Jusqu'à présent, 3 vaccins ont été approuvés par l'UE, Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Un 4e, celui de l'américain Johnson & Johnson, devrait recevoir bientôt le feu vert de Bruxelles. Alors une question qui taraude les esprits dans la capitale gabonaise, est-il normal pour un conjoint de mettre le code sur son téléphone? Élément de réponse avec Floris Mapango. Bien sûr. C'est pour garder les secrets qui sont à l'intérieur. Non, c'est pas normal. S'il garde le code, c'est qu'il a une petite copine qu'il entretient en cachette. Quand j'étais païen, je mettais le code parce que je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et ma vie a changé, c'est-à-dire j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai mis le code, pourquoi? À cause des voleurs. Protéger le téléphone, empêcher les enfants, quand les enfants jouent avec le téléphone, ils peuvent facilement glisser des messages qui ne sont pas appropriés pour d'autres groupes. Par exemple, si je suis dans un groupe qui est censé être respecté, mon enfant peut, en manipulant le téléphone, glisser un message qui n'est pas approprié pour ce groupe-là. Donc c'est pour ça. Lorsque quand tu vis avec une femme, soit vous êtes mariés également, soit vous vivez ensemble. La femme, elle doit connaître le code de son mari sur le portable. Pareil aussi, l'homme aussi doit connaître aussi le code de sa femme. Parce que ça qui appartient à l'homme, ça appartient aussi à sa femme. Ça qui appartient à la femme, ça appartient aussi à son mari. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Nous avons parlé au cours de cette session d'information de 20h30 des commerçants qui sont obligés d'exposer leurs marchandises sur les trottoirs à cause du manque de marché adéquat. Nous avons également parlé de la difficulté de circuler au quartier Carrefour Ndébélékoum dans le 6e arrondissement de Libreville à cause de l'état piteux de la route qui ressemblerait à une piste d'éléphant. Enfin, nécrologie, décès d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui vient de mourir à la suite d'un cancer. Merci à vous, merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.